Première chose, je rentre d'abord chez moi. Parce qu'au Burkina, en Afrique, c'est chez moi. Là-bas, c'est pas chez moi. Je suis allé pour chercher, je suis allé pour apprendre. J'ai bien fait les choses. Moi, j'ai fait quoi 16 années avant de revenir. Ce qu'on pouvait gagner en Occident en partant il y a 10 ans, il y a 20 ans, aujourd'hui, en tout cas personnellement, moi je crois qu'on ne peut plus l'avoir. Moi je pense que le rêve, si tu veux être libre de ta vie, de ta propre vie, pas la vie des autres, ta propre vie, s'il te plaît, il n'y a rien de tel que l'entrepreneuriat. Peut-être ça va être plus dur, parce que je suis contre l'idée aussi, il y a une mode et tout le monde va. Et l'Africain, malheureusement c'est triste, mais jusqu'à aujourd'hui, on est les seuls peuples qui arrivent en Occident et puis on dit ah chez nous là c'est pas bon. Ils veulent revenir, mais je dirais partir est plus facile que revenir. Parce que quand tu pars, moi dans mon cas, c'est la famille qui t'accompagne. Mais quand tu reviens seul. Du Burkina au Canada, du Canada au Burkina Faso, Ben Ahmed est ici avec nous pour nous parler de son pacte africain. C'est une aventure passionnante. On va parler de comment il est arrivé là-bas, qu'est-ce qu'il faisait là-bas et pourquoi il est de retour au pays pour investir. Si tu es jeune et tu rêves de voyager, tu rêves d'aller au Canada et tu ne sais pas comment faire, suis cette vidéo attentivement. Tu es de la diaspora et tu veux venir investir en Afrique et tu ne sais pas par où commencer, suis cette vidéo attentivement. Bonsoir à toi et bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Ahmed Logo et ici je te parle du business, de mindset et d'impact. Si ça t'intéresse, tu t'abonnes, tu partages, tu commandes et tu restes suivre la vidéo jusqu'à la fin. Alors on va te inviter ce soir. Bonsoir Ben. Bonsoir Ahmed. Comment tu vas? Ça va super bien toi-même? Super, ça va. Excellent. Et merci de te prêter à cet exercice. Ça fait plaisir. Il faut rappeler que quand je suis venu, tu vois, tu n'as pas hésité, tu as juste donné ton accord. Ça montre à quel point tu encourages ce que nous faisons, tu es avec. Et merci pour cela. Ça fait plaisir parce que moi aussi je suis un jeune comme toi, même si je suis ton aîné. Je pense aussi que c'est notre rôle aussi en tant que grand frère de pouvoir ouvrir les portes plus facilement. C'est sûr qu'on n'a pas toujours eu cette même chance-là, donc ce que nous n'avons pas eu, on veut aussi que vous puissiez l'avoir. Ouais, voilà, donc bienvenue, puis ça fait toujours plaisir. Plaisir partagé. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Excellent, donc je me présente, je suis Ben Ouedraogo, je suis un jeune Burkinabé. En tant que parcours, j'ai fait toute mon enfance ici, je suis né au Burkina Faso, j'y ai grandi. J'ai fait mes études, que ce soit le collège, que ce soit le lycée. Donc je suis passé justement par plusieurs établissements. Fait le primaire, j'ai commencé à Dori parce que mes parents étaient fonctionnaires à Dori. On a fait plus d'une dizaine d'années à Dori avant d'arriver à Ouagadougou. Et à Ouagadougou, je suis passé par le Creuset, j'ai terminé, j'ai eu mon certificat d'études primaires au Creuset. Et par la suite, j'ai fait mon lycée. Je suis allé une année à l'internat au collège privé Antonianum de là-bas. Donc, un big up à tous ceux qui connaissent là-bas. Mais j'y ai fait juste une seule année. Donc, l'internat, c'était pas pour moi. Je suis revenu très rapidement à Ouagadougou et j'ai fait de ma 5e à ma 3e au lycée privé Ouin Manegda, donc à Bongin. Et par la suite, j'ai eu l'entrée en seconde, je suis allé au lycée Bogodogo, le Big LPO, pour ceux qui connaissent à l'époque. Donc, on a passé de très bons moments et je salue justement tous mes promotionnaires du bord. J'ai fait justement de la seconde à la terminale un baccalauréat scientifique D et j'ai validé mon bac donc en 2009. Et par la suite, j'ai eu la chance en fait d'aller poursuivre mes études. Non, là on y est. Parce que c'est chaud. Ok. Tu vas nous parler de ton bac africain, mais d'abord, comment tu arrives au Canada? Parce que tu es allé pour te chercher ou bien c'est les études comme tu l'as dit? C'est une très bonne question, Ahmed. Je pense qu'en tant que jeune Africain de manière générale, on avait tous cette envie-là, ce rêve-là, une fois les études terminées, d'avoir l'opportunité d'aller étudier au Canada. Je tiens à préciser, moi je ne viens pas d'une famille bourgeoise en passant. J'ai eu 2 parents fonctionnaires, ma mère prof d'anglais, mon père chercheur, donc vraiment des parents au revenu modeste. Par contre, on a eu la chance chez nous, on n'est pas nombreux, donc ma grande soeur et moi. Moi, l'école, j'étais plutôt bon, je vais dire, c'est une chance. Donc, j'avais quand même l'ambition depuis ma tendre enfance, tout le monde savait dans la famille, moi, c'était l'américain qu'on m'appelait. Voilà, j'avais toujours le rêve américain en moi. Et comme on dit aussi, c'est le moment d'insuffler aussi, il ne faut pas tuer les rêves des enfants.
souvent dans nos familles africaines, quand un enfant rêve grand, bon, souvent on lui dit regarde ta réalité, regarde ça. On veut toujours le ramener à sa situation, alors qu'on dit souvent que ta réalité n'est pas ta vie, n'est pas une vérité absolue. Ta réalité, c'est ce que tu vis dans le moment présent. Mais la vérité, c'est ton ambition. Tant que tu pousses ton ambition, tu travailles beaucoup. Donc moi, j'ai toujours eu ce rêve-là. Donc quand je suis arrivé à ma terminale, c'était pas évident pour moi que je devais quitter le pays. Donc la preuve, c'est que mon père voulait que j'aille aux 2 yeux, donc ceux qui connaissent, une école d'ingénieur très prise au Burkina. Parce que voilà, quand on sortait directement, l'employabilité était là, et puis il savait que j'étais plutôt bon dans les séries scientifiques. Donc ça devait être un parcours plutôt dans ce sens-là. Mais c'était drôle, quand j'ai fini mon bac, moi j'ai dit seulement que moi il fallait que j'aille au Canada. Voilà. Et on m'a demandé pourquoi le Canada. C'est pas comme si je connaissais particulièrement cette zone-là, mais déjà j'avais des amis qui étaient allés déjà voilà, au Canada, aux États-Unis. Je savais déjà que les États-Unis c'était un peu plus difficile, mais le Canada c'était exotique, je dirais. Voilà, le froid, voilà, c'est un pays où on n'entendait pas beaucoup parler à l'époque, en tout cas où nous on pensait y aller. Beaucoup de gens c'était plus des destinations européennes. Mais le Canada, ça m'a vraiment parlé et puis j'ai décidé de pousser comme ça avec les parents. La preuve, c'est que je suis resté après mon bac 6 mois au Burkina parce que mon père lui disait va t'inscrire, sinon tu vas rester là. Et j'ai vraiment bataillé pour prouver à mes parents que j'avais une ambition derrière et je savais ce que je voulais aller faire. Au bout de 2-3 mois à la maison, quand le vieux il sortait, il me voyait, bon, il a décidé que bon, on va mettre tout en œuvre, on va voir ce qu'on peut faire. Et puis vraiment, c'était un coup de chance. Et puis on s'est battu, ils ont, on va dire, en tant que famille modeste, mobilisé les ressources comme ils pouvaient. Et puis ils ont décidé de miser sur un cheval gagnant. Et vraiment, je pense qu'ils ne regrettent pas leur choix. Non, ils ne regrettent pas. Voilà, donc c'est les conditions dans lesquelles je suis allé au Canada. Donc, tu n'es pas allé parce que tu te cherchais, donc c'est juste pour les études. Pour les études. Mais quand tu décides d'aller au Canada, au niveau des papiers ici, parce que beaucoup de jeunes, comme je l'ai dit en introduction, veulent aller. C'est ça. Comment ça se passe? Tu as été arnaqué au début? Ou bien c'est comment? Comme par exemple, d'autres personnes, c'est pour aller travailler, donc ils n'ont pas de diplôme, ils n'ont pas. Mais pour toi, comment ça se passe? Je pense que là également, c'est une bonne étape. C'est important de prendre pour expliquer justement à tous ceux qui vont nous suivre que la décision de réaliser un projet est d'abord une décision personnelle. Voilà, donc moi, mon père, c'est quelqu'un de scientifique très carré dans sa tête. Il dit, tu veux aller au Canada, moi je ne connais rien du Canada, tu te débrouilles, tu fais toutes tes démarches. Donc c'était clair dans ma tête. Voilà, donc dès le premier jour où il a émis l'idée qu'il était prêt peut-être à écouter mon projet, la question était claire, je fais que financer, je vais trouver peut-être les moyens, mais à toi de me prouver que tu peux faire toutes les démarches. Moi j'ai fait toutes mes démarches, j'ai fait mes recherches sur internet, j'ai marché quasiment, je dirais, j'ai parcouru toute la ville avec ma moto, je suis rentré partout, les mairies pour aller chercher mes relevés, que ce soit de la 6e jusqu'à la terminale, je l'ai fait moi-même. Il n'y a aucune démarche que mes parents sont levés, ils m'ont tenu par la main pour aller le faire. Parce que je pense que c'était aussi un défi que le paternel aussi voulait m'éprouver pour voir si déjà tu es capable de faire ça, peut-être là-bas, même si on n'est pas à côté, tu vas être débrouillard. Il voulait voir si j'étais déjà capable de franchir la première étape même de la difficulté de réunir toutes les informations, réunir tous les documents pour pouvoir y aller. Donc si je comprends bien, le Canada commence pour toi ici. Ici, définitivement. Mais je peux te dire, Ahmed, que pendant cette période-là, et je parcourais la ville, mais avec joie, quoi. Tu sais, quand tu sens que tu as un projet, tu te levais à 5 heures, et puis tu es le premier à arriver devant les administrateurs, que ce soit les mairies ou les légalisations, tout ce que tu avais besoin comme document. Je dormais au cyber quasiment pour chercher des informations. À l'époque, là, Internet n'était pas assez développé comme maintenant. Il y avait Internet, mais les réseaux sociaux pour chercher des informations. Aujourd'hui, on a YouTube, qui est une université vraiment gratuite pour beaucoup de gens. Il n'y avait pas ça. Donc, il fallait vraiment, je me rappelle à l'époque, c'était Facebook venait d'être créé, mais c'était pas beaucoup. Il y avait i5 à l'époque. Donc, il fallait aller sur des sites pour voir des corps qui sont là-bas. Tu essaies d'interagir, mais c'était très difficile d'avoir des informations à cette époque-là. Donc, je te dirais, mais j'ai vraiment fait toutes mes démarches jusqu'à ce que, quand le vieux a compris que j'étais vraiment sérieux dans les démarches, c'est là où il s'est rappelé qu'il avait un collègue, qu'ils ont travaillé ensemble quelque part, et il a contacté ce dernier pour prendre des informations. Et c'est là que vraiment, je pourrais dire que la voie du Canada a commencé à s'ouvrir pour moi.
super. On voit que c'était une étape de longue haleine en tout cas. Tout à fait. Mais quand tu arrives là-bas, la vie là-bas c'est comment? Là-bas, on dit que le système c'est étudier et travailler. C'est la même chose pour toi, quand tu arrives, c'est comment? Je te dirais, je me rappelle encore parce que j'ai quitté ici un 13 janvier 2010, si je ne me trompe pas exactement. Et j'étais assis au grain comme bon jeune à l'époque. Bon, tu as eu le bac, tu es là, tu traînes la journée, on traîne au quartier, on fait le fakir, on fait le thé, on va jouer au foot le soir et puis bon, on traîne encore quoi. J'étais assis et puis bon, on a envoyé un enfant m'appeler. Je pense bien c'était le 12 soir vers 17h, dit le vieux m'appelle à la maison. C'est comme ça je me lève, je rentre et puis il m'appelle dans sa chambre, je pars et puis il ouvre mon passeport, je vois qu'il y a le visa canadien qui est accordé. Parce que ce que j'ai pas dit c'est que j'avais perdu l'espoir d'y aller. Parce que la session au Canada débutait le 6 janvier. Et ils sont très stricts avec vraiment les dates d'entrée. Et cette année-là, je me rappelle que il y avait une année où il y avait un jeune Nigérian, malheureusement à l'époque, qui avait fait une tentative d'explosion d'un avion. C'était, voilà, fait que tout ce qui était continent nord-américain, Canada et États-Unis, ben, les systèmes sont réglés. Ils avaient beaucoup serré l'octroi des visas cette année-là. Donc, nous, quasiment jusqu'à début janvier, moi je me suis dit, bon, il n'y a pas de réponse, c'est que c'est bon, on attend la session prochaine. Donc, c'est par session. Donc, s'il n'y a pas la session d'hiver, il faut aller en session d'été. Donc c'est comme ça que je découvre que je dois partir. Le vieux dit, tu as décidé d'y aller, ton visa est sorti, ce soir même tu pars. À 17h. Le vol est prévu à quelle heure? Il n'y avait même pas de vol. Il dit, on va aller voir si on doit payer le billet, tu vas partir. Parce que lui, il se disait, faut pas traîner ici. Parce qu'il me voyait, je traînais et tout, ça ne me plaisait pas. Mes autres amis qui avaient fini le bac avaient commencé déjà. Donc c'était ça. Finalement, on a négocié. Ça a été le lendemain soir que j'ai pris le vol avec la Royal Air Maroc, je me rappelle à l'époque, pour la destination. Donc je suis arrivé en plein hiver, pour répondre à ta question. Quand je suis arrivé en plein hiver, 14 janvier, je descends. J'avais l'impression qu'il y avait quelque chose qui s'est passé dans le monde, mais je ne comprenais pas à l'aéroport de Montréal qu'est-ce qui se passait. Quand je posais la question, on m'a dit que c'était quand il venait d'avoir le séisme à Haïti. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a eu un gros séisme cette année-là. Donc le monde était bouleversé. Donc c'est comme ça que j'arrive à Montréal. Il faisait une tempête hivernale, comme on les appelle. Je sors ici, on était début harmattan. Tout était poussiéreux, jaune. J'arrive là-bas, tout est blanc. C'est ma première fois de quitter le continent africain. Voilà, comme on dit, premier Gao à Paris. Moi, j'étais le premier Gao à Montréal. C'est comme ça que j'arrive, je découvre vraiment la ville de Montréal. Et puis, bon, ce collègue de mon père qui a été bienveillant, qui a bien voulu m'accueillir, de venir me chercher à l'aéroport. Voilà, bon, je me rappelle, il mettait une petite anecdote. Il est venu avec un manteau, il mettait ça sur moi. Moi, je disais, bon, on me dit le Canada, il fait froid. Moi, je ne vois pas le froid et tout. Donc, il met, j'enlève. Mais je n'avais pas compris. On était encore au sein de l'aéroport, tout était chauffé. Il y a des portes électroniques comme ça. Dès qu'on passe la porte électronique, ça s'ouvre. Le vent qui m'a accueilli. Là, je suis que j'étais au Canada. Donc, c'est comme ça que je suis arrivé. Et puis, mais vraiment, moi, je suis arrivé pour les études. Donc, comme tu l'imagines, rapidement, je devais me remettre en selle parce que tu arrives le 14, les jours ont commencé une semaine déjà, voilà, faire mes démarches, que ce soit au niveau de l'université, au niveau de la banque, voilà, c'est des pays très réglementés. Voilà, donc il fallait déjà prendre le cours, quoi. Donc, moi, j'arrive vraiment pour étudier et par la suite, bien entendu, avec les questions, on pourra voir comment ça s'est passé. Tu commences à ben, déjà, il faut dire, moi je suis parti, j'ai eu une admission en sciences économiques. Donc je suis parti pour faire un bachelor en sciences économiques, donc il y a comme une licence ici. Voilà, donc en réalité, je commence à étudier la session d'hiver. Et puis rapidement, cette session d'hiver, on avait une grève des étudiants. Nous, on a fui ici en se disant qu'on fuit Lyon, parce qu'il y a la grève, on arrive là-bas aussi à la grève. Donc je vous dis les gars, partout là c'est soyez, donc il faut juste se battre seulement. Mais la session là, ça s'est bien passé. Et normalement à cette période-là, il disait quand tu arrives, il fallait que tu fasses 2 sessions avant de pouvoir demander un permis de travail. Parce que là-bas, en tant qu'étudiant, si tu es venu pour étudier, tu ne peux pas faire autre chose qu'étudier. Par contre, ils donnent des permissions spéciales aux étudiants pour travailler pendant les périodes de vacances qu'ils appellent la relâche. Donc, nous, pendant cette période-là, la première session, moi, je ne pouvais pas travailler.
Donc c'était études. Donc c'est vraiment à partir de la deuxième session que j'ai commencé. Mais je te dirais même que même la première session, je suis arrivé en janvier, dès l'été, en juin, juillet, j'ai déjà commencé à faire quelques petits jobs, comme on dit, sous la table, voilà, pour faire entrer quelques revenus. Mais tu as toujours l'esprit du rêve américain. Quand tu arrives, tu veux toucher le dollar. Voilà, donc, mais c'est vraiment, mon parcours a été linéaire. J'ai fait vraiment des études en sciences éco. Et puis, je travaillais par moments les sessions, mais ça n'a jamais été comme je ne suis pas allé comme juste pour travailler. Ça, c'était clair dans ma tête. Il fallait ramener les diplômes. Voilà. Mais quand tu arrives là-bas, ça se passe comment? On va parler d'un autre point un peu sensible, le racisme. Je te dirais que c'est comment? Parce que nous, on parle à chaque fois, c'est comment? Tu as vécu ça réellement ou bien c'est comment? Je te dirais que j'ai vécu le racisme, mais beaucoup plus tard, pas pendant ma période estudiantine. Je précise pourquoi. Parce que le Canada, déjà, quand même, c'est une chance qu'on a dans le continent nord-américain. C'est l'un des pays qui est appelé un pays multiculturel. Donc en réalité, tu arrives, pour ne pas citer de pays, mais tout le monde sait en Europe, par exemple en France, aujourd'hui tu arrives, bon, la stigmatisation que les Noirs peuvent avoir, tu ne l'as pas forcément au Canada. Parce que dans le Canada, il y a toutes sortes de peuples. Il y a des Haïtiens déjà qui sont des Noirs, il y a des Afro-Américains qui sont là, il y a des Africains, il y a des Asiatiques. Donc c'est vraiment multiculturel et c'est un pays qui est accueillant, qui est ouvert. Par contre, le racisme, il existe aussi au Canada, mais de manière beaucoup plus sournoise. On ne va pas te le dire de manière directe parce que c'est interdit, c'est puni par la loi. Donc, mais dans le comportement des gens, tu peux le ressentir. Mais à l'université, moi je peux dire pourquoi je ne l'ai pas ressenti, c'est parce que sciences économiques, en réalité, la plupart des Africains qui arrivent font sciences économiques ou gestion comptabilité. Donc tu arrives, tu as toujours plein d'étudiants internationaux. Donc on traîne entre nous. Bon, c'était une erreur aussi d'une certaine manière parce qu'en même temps, on ne rentre pas dans la vie, on n'apprend pas des autres. Voilà, on reste dans notre cocon. Donc jusqu'à la fin de la licence, je ne sentais pas ça parce que tu arrives à l'université en sciences éco, tu arrives à la bibliothèque, 90% c'est des Noirs. Quasiment, tu sentais que c'est les Blancs qui étaient minoritaires dans cette filière. Par contre, c'est quand j'ai commencé à travailler, quand j'ai fini mes études, là maintenant la vie en entreprise, là j'ai vécu des choses quand même qui pourraient être développées. Mais je te dirais que pour juste une petite anecdote, ça c'est beaucoup plus tard, quand je travaillais dans une des banques de la place, j'ai pu vivre certaines choses qui pourraient être considérées, moi je l'appellerais comme du racisme, parce que quand tu arrives dans un service et que tu salues les gens et que les gens ne te saluent pas, déjà ça dit quelque chose. Ça dit quelque chose. Donc, il y a des petites choses comme ça, mais personnellement, moi, j'aime pas souvent ramener la question de racisme parce que moi, je me dis, moi, je suis un fils de Tampuy, comme on dit, Puitang City, nous, on a grandi dans les quartiers populaires. Donc, on sait ce qu'on allait chercher, quoi. J'ai dit, donc, tu me salues pas, moi, c'est pas mon problème. Moi, c'est mon travail et mon argent, je suis venu chercher. Donc, ce que je peux donner à un frère comme conseil, vous allez voir, il y a plein de choses comme ça, mais la chance qu'on a en tant qu'Africains, c'est qu'on vient des environnements déjà difficiles. Donc pour eux, quand eux ils pensent qu'ils nous font ça, que ça nous touche, oui, après ça peut te toucher en tant qu'être humain. Mais est-ce que ça va te toucher au point de renoncer à tes rêves, c'est pourquoi tu es venu? Non. Parce que tu sais ce pourquoi tu es venu. Tu sais la difficulté que les gens ont ici, tu sais la chance que tu as. Parce que ce qu'on oublie, moi je suis parti, mais il y a 100 ou 1000 autres jeunes qui espéraient prendre ma place pour partir. C'est ça. Voilà, donc quand je pensais à tout ça, moi franchement ça ne me disait rien. Donc c'est comme ça. Mais pour toi, le Canada et les États-Unis, peut-être tu n'as pas fait les États-Unis, mais dans ta vision, quand tu regardes les pays maintenant actuellement, le contexte avec le président américain qui fait. Mr. Donald Trump. Qu'est-ce que tu veux, Mr. Donald Trump? Ton appréciation de ça, c'est quoi? Pourquoi il réagit comme ça? Et comment? Pour toi, c'est comment? Parce que nous, ici, on a une autre vision. On a une manière de voir les gens. Parce que nous, on n'a pas été là-bas. Tant qu'il a été au Canada, peut-être tu n'as pas été aux États-Unis. Mais tu comprends un peu ce qui se passe. Ben, je peux te répondre parce que moi-même à la base je suis économiste de formation, mais je suis passionné aussi de géopolitique. Parce qu'en réalité en économie, quand tu veux analyser tous les changements macroéconomiques, forcément la géopolitique vient jouer là-dedans, ça va changer beaucoup de politique. Aujourd'hui, la vérité, c'est même pas juste, je vais prendre ça de manière plus générale d'abord avant d'arriver même au contexte américain. De manière globale, les pays occidentaux actuellement passent par une crise majeure. Ce qu'on appelle en fait les dividendes de la paix. Donc depuis quasiment la chute du mur de Berlin,
depuis les années 91 jusqu'à maintenant, ils ont vécu un monopole. C'était le capitalisme pur et dur, c'était les démocraties qui avaient l'ascendant sur le système, l'échiquier international. Aujourd'hui, on voit clairement qu'il n'y a plus un seul pôle. Il y a aujourd'hui la Russie, les BRICS, le Brésil, la Chine, l'Inde, l'Afrique du Sud, c'est tous des géants. L'Iran aussi qui est là. Donc on voit que en fait, les plaques tectoniques sont en train de bouger. Donc aujourd'hui, dans tous ces pays-là, ça s'est concrétisé par quoi? Par la crise de la Covid. Après la crise, il y a eu forcément un monde avant Covid, il y a un monde après Covid-19. Parce qu'aujourd'hui, les économies occidentales sont à peine de souffle, économiquement parlant. L'inflation est grandissante et galopante. On voit que les salaires ne suivent pas l'augmentation du coût de la vie. Les logements coûtent cher. Donc, c'est pour donner aussi un message à la jeune génération africaine. C'est vrai, nous on est partis. Moi je ne dirais jamais à un jeune de ne pas partir parce que ça ouvre l'esprit. Oh oui. Voilà, l'état d'esprit change. Par contre, ce qu'on pouvait gagner en Occident en partant il y a 10 ans, il y a 20 ans, aujourd'hui, en tout cas personnellement, moi je crois qu'on ne peut plus l'avoir. Moi je pense que le rêve, il est plutôt africain aujourd'hui. Parce qu'on se doit de former notre élite ici. On peut créer des pôles de croissance dans chaque État où on a des spécialisations. Il y en avait avant. Par exemple, ici au Burkina, on voit les 2 yeux, on voit l'université Ouaga. Il y a plein de sciences sociales où on était quand même bien positionné. Si on prenait par exemple Dakar, tout ce qui est sciences de la gestion, la compta, le César, et si on regarde le Cameroun, si on regarde la Côte d'Ivoire, moi je pense qu'il faut revenir à ça, créer des établissements forts, panafricains et former notre élite. Mais je pense que c'est important, si les gouvernements peuvent, d'envoyer ne serait-ce que des jeunes, au moins faire des sorties. 3 mois, 6 mois, des échanges avec d'autres jeunes d'autres nations. Juste sortir, mais on les ramène. Juste sortir, ça va changer l'état d'esprit. Souvent, on pense que c'est parce que l'environnement est dur que ça ne va pas chez nous. C'est pas parce que l'environnement est dur, c'est parce qu'en réalité, on ne voit pas les opportunités dans les difficultés. Ce qui fait qu'on est riche de la diaspora, ce n'est pas l'argent qu'on a dans notre compte en banque. Il ne faut pas que les gens se trompent. Quand on va et on revient, voilà. Donc, mais c'est pour dire que c'est vraiment important et de dire qu'aujourd'hui, pour répondre à ta question de manière précise, aujourd'hui, la situation que vivent les États-Unis, ce n'est pas juste lié aux États-Unis, c'est lié quasiment à la conjoncture internationale aujourd'hui, la géopolitique internationale aujourd'hui. Les grandes économies du passé sont en train de se faire rattraper par les pays émergents, comme ils l'appellent. Donc ces grandes puissances-là aussi, comme la Chine aujourd'hui, elles sont plus prêtes aussi à rester en arrière comme elles étaient avant. Mais le problème, c'est que c'est impulsé par une seule personne, Donald Trump, qui envoie ça. Quand tu dis c'est un truc général, mais quand on voit, c'est Donald Trump. Je ne dirais pas ça comme ça, Ahmed. Je ne dirais pas ça comme ça parce que si on regarde de manière beaucoup plus on développe le sujet, tu vas vite te rendre compte que en réalité Donald Trump c'est comme la pierre de lance. Voilà, parce qu'en réalité, le monde dans lequel on vit est un monde beaucoup plus complexe que ça. Il y a des think tanks, il y a vraiment des grandes organisations souvent qui ont du soft power, mais ce pouvoir-là souvent est supérieur au pouvoir apparent que l'on voit dans les médias. C'est l'iceberg quoi. Voilà, en réalité, Donald Trump est arrivé à une période là où déjà le nationalisme américain remontait à la surface. Ce qu'on appelle vraiment la grande classe ouvrière blanche américaine. Ces gens-là qui ont été délaissés, pourquoi? Parce qu'on a pris les emplois, on les a délocalisés en Asie, en Chine précisément, pour produire. Parce que justement, c'est ça aussi. Moi, je suis économiste de formation, je peux en parler. C'est ce qu'on appelle la théorie des rendements décroissants. C'est-à-dire que chaque économie rendue à un moment donné, forcément commence à décroître. Si jamais elle y prend garde. Parce que pourquoi? Il commence en fait à laisser le secteur primaire là, où on peut aller cultiver, travailler. La classe ouvrière, comme on l'appelle là, on délocalise vers des marchés là où on recherche en fait de la main d'œuvre moins chère. Oui, tu vas connaître des gros profits. Mais le problème avec ça, c'est que c'est quoi? Tu es en train en fait de couper un gros pan de ton économie qui absorbait de la main d'œuvre. Donc c'est ça aussi aujourd'hui, ces économies-là se rendent compte qu'on a tout délocalisé, on a donné en fait une puissance, une hégémonie à ces États, et aujourd'hui ils se rendent compte que tôt ou tard ces pays-là vont les rattraper. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut dévancer l'iguane dans l'eau. Donc il faut créer des crises, il faut aller, donc c'est un peu ça. On comprend que tu es passionné vraiment, maîtrise, mais c'est bien. Mais on va parler peut-être de ton background, de retour en Afrique, parce que quand on voit ton niveau, pourquoi tu décides de rentrer? Comme tu l'as dit, on a compris qu'il faut rentrer, mais il y a d'autres qui restent. Toi, tu rentres parce que tu avais, comme j'ai dit, amené tes diplômes, ou bien
pourquoi réellement tu es rentré et pourquoi tu viens investir ici en Afrique? Moi, je dirais pas pourquoi je suis rentré. Je dirais pourquoi je devrais rentrer. Okay. Pourquoi je devrais rentrer? Parce que déjà, c'est ce qui est normal, c'est ce qui est naturel. Et on dit souvent que l'habitat normal du crocodile, c'est où? C'est dans son milieu normal, c'est dans son lac, c'est dans sa masse, voilà. Donc en réalité, c'est quoi? C'est qu'un Africain qui quitte de chez lui pour aller chercher des diplômes, de l'expérience, c'est pour faire quoi? C'est pour ramener toute cette expérience-là chez lui et améliorer les conditions de vie de ceux qui sont restés. Donc ça, c'est déjà la première chose. Je rentre d'abord chez moi. Okay. Parce qu'au Burkina, en Afrique, c'est chez moi. Là-bas, c'est pas chez moi. Okay. Je suis allé pour chercher, je suis allé pour apprendre. J'ai bien fait les choses. Moi, j'ai fait quoi? 16 années avant de revenir. Je pense que c'est... 16 ans? Oui, je suis parti en janvier 2010. Je suis revenu en octobre 2025. Donc, on va dire 15 ans, presque 16 ans. En janvier, là, ça fait 16 ans. Oui, je suis arrivé l'année passée, exactement. C'est ça. Donc ça, c'est la première des raisons. Je rentre parce que c'est chez moi. Okay. Deuxièmement, aussi, on voit qu'aujourd'hui, avec ce que nous on a pu apprendre là-bas, on est démystifié de l'Occident. L'idée que j'avais de l'Occident quand je partais à 18-19 ans, c'est pas cette même idée que j'ai de l'Occident aujourd'hui. Parce que je me rends compte que, oui, c'est beau, mais ces gens-là, c'est pas des surhumains. S'ils ont pu développer leur pays, et on le voit, où je respecte quand même ces nations-là, c'est que c'est des beaux salles. C'est ça. Ils ont travaillé. On a beau tout dire, c'est des gars qui travaillent. Et ce même travail-là, moi je vois des gens qui travaillent 10 fois, 100 fois plus ici. Mais pourquoi quand même on n'arrive pas à être comme le résultat? Voilà. Donc quand tu as ça, il y a cette fierté-là, ce patriotisme-là qui te dit il faut que tu reviennes chez toi, il faut que tu puisses travailler pour développer ton pays, ta nation. Donc ça c'est la deuxième raison aussi qui me ramène. Maintenant, mais pourquoi les autres ne rentrent pas? Tu peux nous expliquer comment tu as quelques raisons pourquoi les autres ne rentrent pas. Pour moi, je me dis que c'est à cause de la santé. D'autres te disent que c'est les conditions. Mais toi, ton plaisir, pourquoi il n'a pas? Je te dirais déjà que c'est une décision personnelle. Donc, je ne peux pas juger le choix d'autrui de dire, par exemple, moi je décide d'aller là-bas et je vais rester 30 ans, je vais faire toute ma vie là-bas. Il y en a qui disent carrément qu'ils ne reviennent plus. C'est un choix personnel, je ne peux pas le juger. Par contre, je peux comprendre pourquoi certains ne rentrent pas, parce que j'ai eu à discuter avec des aînés. J'ai des amis aussi, on a des points de vue différents. Il y a des gens, quand moi je rentrais, qui me disent, mais toi tu es fou, tu retournes faire quoi là-bas? Voilà. Est-ce que tu as quelque chose de... Non, il n'y a pas ces garanties-là. Par contre, pourquoi d'autres ne rentrent pas? Je vais prendre un cas de figure. Tout le monde ne va pas pour les mêmes raisons. Déjà, tu m'as posé une question intéressante. Moi, je suis parti pour quoi? Faire des études, apprendre et revenir avec de l'expérience. D'autres ne sont pas partis dans le cadre des études, d'autres sont partis pour se chercher. Oui. Donc déjà, quand quelqu'un part avec cette idée-là, je pars me chercher, ben, peut-être que s'il trouve mieux là-bas, il va se dire que j'ai trouvé ce que je veux, donc je ne reviens pas. Ça, c'est le deuxième cas de figure. Troisième cas de figure, il y a ceux qui veulent revenir, et je te dirais que ceux-là, c'est les plus nombreux. Ils veulent revenir, mais je dirais, partir est plus facile que revenir. Parce que quand tu pars, moi dans mon cas, c'est la famille qui t'accompagne. Mais quand tu reviens seul. Il n'y a plus quelqu'un là-bas qui va t'aider à revenir. C'est toi seul qui dois mobiliser tes ressources pour revenir. Donc je dirais partir est plus facile, revenir est plus difficile. Raison pour laquelle quand moi je vois quelqu'un de la diaspora qui revient, guys, Charles, faut vraiment lui donner de la force. Il faut vraiment lui donner de la force parce que ça prend du courage. Tout le monde ne l'a pas. Parce que ce n'est pas toujours évident. Tu arrives dans des pays là où oui tu as grandi là, mais tu sais que le décalage en termes de niveau de vie, d'infrastructure, de qualité de vie, il y a ça qui manque. Par contre, ce qui fait revenir, c'est la fierté, le patriotisme, le fait de vouloir. Et ces gens-là, ils sont plus nombreux. Par contre, il manque encore l'accompagnement pour que ces gens-là puissent revenir. Parce qu'en réalité, ils reviennent, mais ils comptent sur quoi? Parce qu'on vient tous de l'Afrique, hein. On a tous des familles. Imagine toi, tu es là-bas, chaque mois tu envoyais par exemple des virements. Même si ce n'est pas beaucoup, tu peux envoyer 1, 10 000, 20 000, 50 000, 100 000 à tes parents, à tes cousins et tout. Et ces gens-là, tu leur dis que tu vas revenir. Et ils savent très bien quand tu reviens là. En tout cas, le temps que tu t'adaptes là, il n'y aura plus de transfert. Tu penses que ces gens-là vont te soutenir à revenir? Oui, mais pour moi, je ne partage pas peut-être. Parce que moi, je ne vois pas pourquoi quelqu'un va aller en Europe. Parce que pour moi, l'Europe aujourd'hui, c'est le futur de l'Afrique. Madame, l'Europe, ils sont en avance. Nous, on tend à devenir comme eux. Et toi, tu as la chance d'aller. C'est comme dans les dessins animés, tu pars dans le futur. Ok.
Tu arrives au futur, tu vois tout ce qui se passe là-bas. Tu laisses quelque chose derrière. Oui. La norme voudrait automatiquement que tu reviennes. Et quand tu décides de ne pas revenir, il ne faut pas que tu viennes aussi. Parce que ce sont ces mêmes personnes-là qui sont en train de parler de Black Lives Matter, du racisme, qu'on le fait de racisme chaque fois. Ils sortent à la télé, ils partent sur les réseaux, ils se plaignent. Tu décides de rester chez quelqu'un, pourquoi tu peux te plaindre maintenant? Mais Ahmed, est-ce qu'ils ont tort de se plaindre s'ils sont maltraités? Mais ok, là c'est deux questions différentes. En fait, ils ont raison de se plaindre vu les conditions. Parce que je ne suis pas aussi pour qu'on stigmatise en fait, parce qu'il y a une double souffrance en eux. Déjà, ils sont loin de chez eux. Déjà, dans la tête d'un immigrant, il sait déjà qu'il ne sera jamais au même niveau qu'un autochtone. Ça, c'est clair. Il a déjà accepté ça en venant. Mais en plus de ça, il y a certaines douleurs qui sont à la limite, qui relèvent des droits de l'homme. Quand tu vois quelqu'un, par exemple, qui est traité moins qu'un animal, je ne peux pas être d'accord avec ça. Par contre, là où je suis d'accord avec toi, c'est que personne ne développera l'Afrique à notre place. Ça, c'est vrai. Si on veut que les choses changent, ce pourquoi aussi on veut que la santé soit meilleure que chez nous en Afrique, qu'on veut que l'éducation soit meilleure ou gratuite, qu'on veut que... C'est tout ça en fait que nous, on doit venir aussi contribuer. Parce que j'ai compris que chez eux, là, c'est pas deux personnes qui sont venues construire chez eux. C'est ça eux-mêmes qui ont construit chez eux. Quand on prend l'exemple du Canada, le métro existe depuis combien? Plus d'une centaine d'années. Pendant qu'on dit que c'est un pays froid, en hiver, on a des températures qui descendent qu'à moins 20, moins 30, moins 40. Les gens, ils déneigeaient les routes avec des chevaux, frère. C'est pour dire que tout est possible. Ce n'est pas les conditions qu'on doit regarder, mais qui va venir le faire? Toutes les grandes nations se sont bâties aussi grâce à leur diaspora. Que tu prends, même en Afrique ici, tu prends la diaspora éthiopienne, l'Afrique du Sud, et tu vas même encore un peu plus loin, la diaspora, on va dire juive, la diaspora grecque. C'est tous des nations qui se sont bâties grâce à leur diaspora. Et l'Africain, malheureusement c'est triste, mais jusqu'à aujourd'hui, on est les seuls peuples qui arrivent en Occident et puis on dit, ah chez nous là c'est pas bon, il ne faut plus qu'on revienne là-bas, nous on va rester ici. Donc moi je suis pour ceux aussi à contribuer à développer ce patriotisme-là, ce patriotisme ardent chez les jeunes. Et c'est pourquoi on veut aujourd'hui être aussi des repères aussi pour cette jeunesse-là, pour dire qu'il faut aller mais il faut revenir. Il faut revenir. Ouais. Et quand tu décides de rentrer, tu pourrais venir travailler, être fonctionnaire, il faut qu'on en parle. Ici on est à cause, c'est un concessionnaire automobile, c'est ça. Vous êtes des associés, c'est beaucoup. Toi, tu décides de rentrer, tu es lancé dans l'entrepreneuriat en Afrique. En Afrique. On précise en Afrique. L'entrepreneuriat en Afrique, il y a tellement de choses, c'est la magie. Ouais, c'est la magie comme dit les Camerounais. Et toi, tu reviens pour investir dans ce domaine-là. Qu'est-ce qui te motivait? Tu pourrais venir faire ton CV avec le niveau que tu as, travailler dans une société, travailler dans des organisations, mais toi, tu décides d'entreprendre. Comment ça se passe? Parce que tu n'as pas eu le travail, tu as déposé des CV, tu n'as pas eu que tu décides de le business, comment? Je n'ai même pas cherché le travail. Tu n'as même pas cherché le travail. Je n'ai même pas cherché parce que c'est une question de mindset, c'est un état d'esprit. Ce que j'ai aimé et ce qui m'a poussé à aller dans le continent nord-américain, c'est que le mindset est différent du côté européen. Et c'est encore des résidus de la colonisation que les Français nous ont donné. On pense toujours que voilà, quand tu es arrivé, tu as les diplômes, c'est t'asseoir dans un bureau, climatisé, travailler. Quand tu arrives en Amérique du Nord, on te montre que la vie c'est pas ça. C'est la preuve, quand eux ils reculent, c'est pas forcément sur le diplôme. On te demande qu'est-ce que tu sais faire. C'est ça. L'expérience. Ce côté pragmatique là, je peux dire qu'en 15-16 années de vie au Canada, ça m'a forgé, ça m'a transformé. Et j'ai compris forcément que en lisant certains livres, tu te rends compte qu'aujourd'hui, si tu veux être libre de ta vie, de ta propre vie, pas la vie des autres, ta propre vie, s'il te plaît, il n'y a rien de tel que l'entrepreneuriat. Peut-être ça va être plus dur, parce que je suis contre l'idée aussi, il y a une mode, ok, tout le monde veut entreprendre. Non, c'est vrai que l'entrepreneuriat, c'est une délivrance en termes de ceux qui cherchent une quête de liberté. Moi, je suis quelqu'un qui aime la liberté. Même quand j'étais jeune, mes parents me connaissent. Moi, je suis le gars, je sors pas et tu me demandes tu vas où. Je suis libre de ma propre vie. Voilà, et j'aime cette liberté-là. Et j'ai travaillé pendant plus d'une dizaine d'années. J'ai travaillé pour les autres. C'est bien de travailler pour les autres, parce que c'est le moment d'apprendre. Mais moi, je trouve qu'à partir d'un moment, si on veut réellement changer les choses,
Tu ne peux pas venir dans la maison de ton voisin et puis lui dire quelles sont les règles de sa maison. Oh bien, on est d'accord. Donc, à un moment donné, si tu es un jeune qui a de l'ambition, qui a des rêves et tu veux vraiment mettre en essai ces rêves-là, tu ne peux pas le faire dans le cadre d'une entreprise. Une entreprise, il y a un cadre. Le gars qui a créé sa boîte, c'est lui ses règles pour suivre. Qu'il y ait du travail, qu'il n'y ait pas du travail, tu vas pointer, en fait, on te paye pour ton temps que tu es là. C'est pas pour le travail que on te paye pour le temps que tu es là d'abord. Alors que l'entrepreneuriat, il y a une sorte de liberté que tu ne peux pas expliquer à quelqu'un. Et en plus de ça, moi je suis un entrepreneur multipotentiel. Tu vas voir autant, voilà, Pro Service, c'est une concession automobile nouvelle qui est à Ouagadougou, Burkina Faso. On vend des véhicules provenant du Canada avec un service client international ou non international. Mais en même temps aussi, j'ai Burkindi Finance, qui est une firme d'éducation financière, parce que ça c'est ma formation de base, je suis planificateur financier. Ça aussi c'est un exemple aussi qu'on veut donner aux jeunes pour dire, l'idée dans laquelle on était avant, on peut faire qu'une seule chose là, c'est faux. Le matin je peux être en train de laver mes autos, de préparer des autos pour des clients, si tu me vois, tu vas me négliger. Le soir je peux être en train de parler de finances avec un ministre. C'est ça la nouvelle réalité du jeune entrepreneur innovant africain. C'est-à-dire, on doit déconstruire ce qu'on appelle les limitations mentales. Déconstruire cela et se dire qu'aujourd'hui, là, tu ne dois pas vivre selon le jugement des autres. Tu dois vivre selon moi quand je dors le soir. Est-ce que ce que je suis en train de faire là, je suis aligné avec moi-même? Est-ce que je dors bien? Est-ce que quand je me réveille le matin, j'ai envie de sauter de mon lit pour sortir parce que j'ai plein de rêves à réaliser? Ou est-ce que je suis bon? Je dois encore aller travailler, je dois encore... Non. Moi, je dis, il faut, en tant que jeune, définir votre vision. Se donner les moyens de sa vision. Et aussi, comme quelqu'un disait, on ne pleure pas. Voilà, on ne pleure pas dans l'entrepreneuriat. En fait, parce qu'en réalité, c'est un métier là où on dit on se lève tous les matins pour résoudre des problèmes. C'est ça. Voilà, et moi, je suis un passionné de résoudre des problèmes. C'est pourquoi j'ai décidé d'entreprendre et de ne pas aller encore dans un bureau physique. Parce qu'aujourd'hui, je trouve que l'Afrique, il y a trop de choses à faire. Je vois des opportunités dans le domaine automobile, je vois des opportunités dans la finance de marché, je vois des opportunités tellement dans les domaines variés, dans la salubrité. Et aujourd'hui, on voit que quasiment avec les nouveaux régimes, on voit que les autorités donnent un nouveau souffle, le patriotisme. Tout ça aussi, ça nous a encouragés à rentrer. Parce qu'on voit qu'il y a des choses qui sont en train de se faire. Avant, là, il y avait des projets que si tu venais avec, toi-même là, on ne va pas te dire, toi-même tu ne vas pas oser mettre ton projet en œuvre. Mais aujourd'hui, c'est facile. Parce que la mouvance est là, la dynamique est là. Et quand nos autorités donnent l'exemple, nous on est obligés de suivre. Ok. Voilà. On a bien compris tes motivations. On va parler que tes collègues de la diaspora, ils continuent à dire. Mais aujourd'hui, un message pour la diaspora qui refuse, par exemple, qui se dit que c'est compliqué. Parce que, comme tu l'as dit, on a tapé ici, on voit dans un but, tout est propre ici. Ils se disent que c'est pas possible. Et toi, tu l'as fait. Qu'est-ce que tu peux les dire aujourd'hui? C'est très simple. Il faut qu'on change d'état d'esprit. L'idée selon laquelle on va faire les choses tout seul, ça ne fonctionne plus. Aujourd'hui, Pro Service, c'est 3 associés. Kaboré, Ouedraogo et Zeba. Aussi simple que ça. Ça te montre le mindset qu'on a. Se mettre ensemble. Kaboré, lui, c'est mon associé, il a toujours été au Burkina, il n'a jamais quitté. Oui. Il a fait ses études un peu à l'extérieur, mais toujours en Afrique, dans la sous-région. Ouedraogo, moi-même, Zeba, on était au Canada. Mais on a dit quoi? Il faut se donner la main, la fusion entre l'expertise de la diaspora et la connaissance du marché local. C'est ça qui est gagnant. Donc s'il y a quelque chose que peut dire à la diaspora, si en tout cas votre rêve est de revenir au pays, revenez. Contre vents et marées. Que ce soit ton père, ta mère qui te disent, tes frères, tes soeurs, tes cousins, tu ne vivras pas dans les chaussures des autres. Si tu essaies de porter la chaussure de ton voisin, tu vas marcher et à un moment donné tu as des ampoules aux pieds. Et je dis toujours, je préfère me tromper sur mes propres décisions et les assumer que de me tromper sur la décision des autres. Je préfère me tromper sur mes propres décisions que de me tromper en ayant suivi la décision ou le conseil des autres. Ça fait plus mal. Parce qu'on a connu, nous aussi on a posé avec des grands frères. Ils te disent, ah, moi j'étais venu, mais mes parents ont dit, il faut rester, mais lui il voulait rentrer, mais il est malheureux là-bas. Je connais cette vie-là. Du 8 à 4, du 9 à 5, tout ce que tu connais, l'hiver, le froid, le noir n'est pas fait pour des environnements aussi drastiques avec le froid. Nous on a notre mélanine là, on veut le soleil, la vitamine D.
tu arrives dans un truc, beaucoup sont déprimés, dans la dépression. Parce que, voilà, mentalement, ça ne suit pas. Tu n'as pas l'entourage qu'il faut. Tu fais des jobs souvent qui ne te plaisent pas. Tu subis souvent du racisme déguisé. En fait, il y a tellement de pression qui font que souvent tu peux mieux gagner ta vie en Occident. Mais en tout cas, c'est une question personnelle. Moi, pour ma part, moi je suis un gars simple. Si je me lève le matin, je vais travailler, je rentre. Tant que j'ai mes 2-3 gars, on s'assoit en cause le soir. En Afrique, là, on a des psychologues naturels. Ouais, tu t'assois avec ton frère, vous prenez un verre, tu lui racontes ton problème, il va relativiser, il va te faire rigoler. C'est de la thérapie. En Occident, on va te dire, va voir un psychologue. C'est pas que je compte les travailleurs sociaux, les psychologues, mais c'est pour te dire déjà la richesse qu'on a en Afrique qu'on minimise. Okay. Voilà, donc ça c'est super important. Moi je peux leur dire, si vous voulez venir, si c'est votre décision, faites ça par processus. Okay. Moi ça m'a pris 5 ans pour me préparer pour revenir en passant. Depuis 2020, je savais que je devais revenir. J'ai tenté un retour en 2022 qui n'était pas au Burkina, qui était au Sénégal. Par la grâce de Dieu, je dirais, tout ce que Dieu fait, bon, ça n'a pas fonctionné. Et finalement, c'est en 2025 que je suis rentré chez moi. Ça ne veut pas dire que tout est propre. Mais en tout cas, l'idée et l'ambition que j'avais de revenir chez moi, je me suis battu pour que ça devienne une réalité. Et je dis toujours qu'il n'y a de richesse que d'or. Moi, je dis toujours, tous nos promotionnaires qu'on a, nos amis qu'on a là, il faut s'aider pour pouvoir réaliser une vision commune. Il ne faut pas penser qu'on peut le faire seul. Seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin. C'est ça, c'est ça. Et je veux dire aussi que ceux qui sont là-bas, c'est plus facile d'être un héros ici que là-bas. Parce que là-bas, tu vas créer quoi pour impressionner qui là-bas? Alors qu'ici, avec des petites initiatives, tu deviens un héros. Tu deviens un héros. Tu as répondu à la question pourquoi je veux revenir. Pas parce que c'est plus facile ici, mais parce que ici, si on pouvait mettre ça en termes d'échelle, si je mets un niveau d'effort de 5 sur 10, je peux avoir un retour sur 1000. Oui. Là-bas, si je mets le même effort 5 sur 10, je peux peut-être avoir 2 comme résultat. C'est ça. Ça vous donne l'état d'esprit. C'est pourquoi, économiquement parlant, c'est vrai. C'est parce qu'on est dans la phase même de croissance, de création. Ici, là, rien n'est fait encore. Tout est faisable. Tout est faisable. Ça fait qu'un petit truc là, si tu as vraiment du génie, tu arrives à faire ça de manière propre, tu es sérieux dans ton travail, ça fait un bon Ça fait un bon automatiquement. Alors que là-bas, comme tu l'as dit, la technologie est tellement avancée que maintenant. Les petits de 18 ans sont en train de créer des trucs, la preuve, on parle de taux de croissance dans les pays occidentaux. Quand eux, ils ont du 2%, ils sont très contents. Oui. Nous, on parle de taux à 6, 7, 8%, des fois plus que 2 chiffres. Ça vous donne une idée. L'avenir n'est pas en Occident, l'avenir est en Afrique. Back to Africa, guys. Back to Africa. Mais il y a un autre volet, c'est que les gens, ils se basent sur ça, je ne pas rentrer, c'est le spirituel. Parce que, tu comprends déjà ce que je veux dire. Parce que ton père va te dire, moi j'ai un ami qui est là-bas, c'est pas de non, ici c'est dangereux, tu vas venir, tu vas aller les saluer. Ils vont te lancer des sorts. Et c'est pas que c'est pas vrai. Il y a cette barrière là qui font en sorte qu'ils ne viennent pas venir aussi. La peur du mystique, la peur du. Et toi, tu as vu ça. Personnellement, je te dirais que pour répondre à cette question-là, je pense qu'on avait échangé. Je t'avais dit que j'ai eu un grand frère que j'ai rencontré vraiment récemment qui m'a donné un conseil. Franchement, je lui dis merci encore, il va se reconnaître. Et il m'a dit, petit frère, c'est faux. Il n'y a pas de WAC contre le travail bien fait. Il n'y a pas de WAC contre le travail bien fait. Il m'a dit ça. Il n'y a pas de WAC contre le travail bien fait, c'est faux. Je ne dis pas, je respecte nos traditions et tout. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, mais j'ai compris en fait ce qu'il voulait me dire derrière. C'est pour dire que si tu t'arrêtes en fait à cette considération, tu ne vas rien faire de ta vie. Ah mais tu peux te lever le matin là, et puis on va te dire que non, il ne faut pas sortir de chez toi pour aller travailler. Sinon quelque chose de mauvais va arriver aujourd'hui. Bon, tu vas rester les 30 jours là à la maison. C'est ça. En fait, le risque même est inhérent à notre vie. De la même manière que tu te couches là, et puis tu mets le réveil, que demain matin tu vas te réveiller. Qui t'a dit que tu vas te réveiller? Qui t'a dit? Bon, c'est ça la question. Tu comprends? C'est pour dire que c'est pas que ces réalités-là n'existent pas, mais moi je dis toujours, et la vérité du juste, c'est ça qui le sauve. Si tu es cohérent avec. J'ai parlé d'aliments, et quand je parle d'aliments, c'est pas juste des paroles, c'est des faits. Dans ta vie là, moi je dis le meilleur humain, faut pas chercher du mal à quelqu'un. Tu as des coups dans ton couloir.
Je ne cherche pas du mal à mon voisin, je cherche à faire mon travail, j'essaie de faire le bien au maximum autour de moi. Je pense que ça, là, c'est déjà une protection contre tout ce que tu dis là. Voilà, donc moi je peux dire seulement, on est tous des Africains, c'est vrai, il y a le paranormal qui existe, mais moi personnellement, ma philosophie, c'est que il faut que j'avance. De toute façon là, et il y a une seule chose qui est sûre, on va tous mourir. Il y a une seule chose, je répète, on va tous mourir. La question, c'est quand tu seras passé, qu'est-ce qu'on dira de ce que tu as fait? Parce que quelqu'un d'autre a dit quoi? Celui qui a posé des actions ne meurt jamais. On ne meurt réellement que ce que tu as fait là, quand ça s'efface. Donc moi, quand je dors là, je me dis toujours, qu'est-ce que je peux faire pour les autres autour de moi, les giving back? Parce que ma communauté m'a tellement donné, mes parents m'ont tellement donné, ma nation m'a tellement donné. Qu'est-ce que je peux faire pour ma nation? Je pense que si je pose ces actes-là, pourquoi aujourd'hui on parle toujours de Nelson Mandela? Pourquoi on parle de Thomas Sankara, on parle des grands leaders de ce monde? Pourquoi? Mais c'est parce qu'ils ne sont pas morts. C'est ça. Parce qu'en réalité, la chair meurt, mais l'esprit ne meurt jamais. L'esprit ne meurt jamais. Si on pouvait vraiment, si on pouvait pas, ça s'en on va aller sur des questions. Nous sommes presque à la fin de cette interview vraiment magnifique. Pour toi, c'est quoi quand on parle de richesse? Un riche pour toi. Parce que comme tu l'as dit, en offre, on avait plus fait peu. Exact. Pour toi, la richesse, c'est quoi? C'est des biens matériels, c'est les satisfactions personnelles, c'est la santé. Parce que chacun a une manière de définir sa richesse. Pour toi, c'est quoi? La richesse, pour toi, c'est quoi? Elle est très simple pour moi. Elle se résume à ce qu'un leader que j'admire beaucoup, Tidiane Tia, m'a dit: il n'y a de richesse que d'homme. Pour moi, c'est ça la richesse. La vraie richesse, c'est l'humain. Que ce soit dans le capital humain, que ce soit comme on dit en moré, c'est-à-dire avoir la compassion pour son prochain. Ça, c'est la plus grande richesse qu'on a. Au-delà de la considération, tout ce qui peut être santé et tout, mais je parle vraiment d'accomplissement. Je pense que c'est de là que tu veux parler. Oui. Est-ce que c'est acquérir des biens, être riche? Moi, c'est pas quand j'ai 10, 100 millions dans mon compte que je me considère riche. Je peux te le garantir, quand je me réveille et que je suis aligné avec moi-même, je suis content de me lever pour aller faire ce pourquoi Dieu m'a donné les armes pour faire. Je pense que je suis l'homme le plus riche au monde. De pouvoir me lever, venir avec une équipe, rentrer, je sais que je contribue toutes les fins de mois. Il y a des gens qui, grâce à moi, peuvent aussi avoir des activités. Que je vois aussi, l'espoir aussi que j'insuffle à cette nouvelle génération-là. Ça, pour moi, c'est la plus grande richesse. Si c'était l'argent que je voulais, je serais en train de faire autre chose. Oui. Parce que je sais ce que j'ai laissé. Je sais ce que j'ai laissé. Donc c'est pourquoi aussi je parle de patriotisme. Le retour en Afrique, et on revient encore là-dessus. Ce n'est pas juste parce qu'on veut être riche. Parce que si on veut être riche, il y a des manières plus faciles d'être riche. Mais c'est parce que d'abord notre cordon ombilical, pour ceux en tout cas qui sont nés ici, est enterré ici. Tôt ou tard, nos ancêtres vont nous rappeler ici. Donc la richesse, c'est d'abord redonner à cette terre qui nous a portés depuis notre premier jour. On a enterré notre cordon ombilical ici. Donc il y a de richesse que l'autre. Ok. Alors ta vision c'est quoi? Ahmed, la vision, parce que quand on fait de l'entrepreneuriat, c'est pas pour aujourd'hui, c'est pas pour, c'est pour demain. Ta vision de 10 ans, c'est quoi? Moi, j'irai plus loin. C'est quoi ma mission de vie? Parce que la vision, vraiment de manière littérale, je peux être arrêté ici, je vois à 10 mètres. Quelqu'un peut être au R+2 qui voit à 100 mètres. Je ne sais pas si tu vois un peu. Ouais, je comprends. Par contre, la mission de vie, ça c'est encore un autre niveau. Ouais, ça, moi, ma mission de vie, c'est de donner. Je sais que moi, ce qui est intrinsèque à moi avec mon aliment, c'est de redonner à la jeunesse. Moi, ma mission de vie, ce qu'on est en train de faire, tu comprends? Je le fais gratuitement et avec le plus grand plaisir. Parce que je trouve que ça, c'est ce pourquoi moi je suis né. Parler à des foules, à de la jeunesse, partager l'expérience, donner mon savoir-faire, redonner cette connaissance-là, démystifier le rêve qu'on s'en va chercher là-bas. Moi, je suis allé pour chercher, mais j'ai compris quelque chose. Il faut que je revienne dire à mes petits frères, même souvent à mes aînés, qui veulent encore passer par la mer, par le désert. Ce n'est pas conscient. Tu sais, chaque être humain a une destinée.
Moi, je suis croyant. Si Dieu t'a destiné, chaque être humain a une destinée. La question, c'est de découvrir cette destinée que moi j'appelle mission de vie. Une fois que tu l'as découverte, je peux te garantir que tu marches dans le soleil, que tu as à manger ou pas, tu sais que c'est circonstanciel, c'est une période, c'est une parenthèse de ta vie. On a tous souffert. En Occident, il n'y a pas un immigrant que tu vas dire qui allait là-bas qui n'a pas. En fait, on est des bibliothèques ouvertes. On peut écrire des histoires. Et chaque immigrant a une histoire à raconter. Mais la question, c'est pourquoi d'autres arrivent à la fin à être épanouis et pas d'autres? Parce qu'on en a vu aussi qui ont chaviré, qui ont quitté au travers du chemin. Que leurs parents ici n'ont même coupé les ponts avec tout le monde. Ça veut dire là, ils se sont perdus. Mais pourquoi ça arrive? C'est parce qu'en réalité, à un moment donné, ils ont perdu de vue la mission de vie. Ou ils ne l'ont pas trouvée. Moi, je dis à chaque jeune, la première des choses avant de te lever, commencer à courir pour chercher quoi que ce soit. Cherche à découvrir ta mission de vie. Et parce que quand tu la découvres, tu vas voir que naturellement, quand tu sors, tu comprends que chaque interaction que j'ai, le jour où tu es venu, on a discuté. Je ne savais pas que toi tu étais youtubeur. Tu comprends? Mais c'est pas dire que j'ai ouvert mon bureau avec la plus grande. Et on a juste partagé un grand fait. Mais pourquoi? Mais j'étais conscient en me levant le matin que ta journée va être extraordinaire. Dieu va t'amener sur ton chemin des gens pour t'aider à accomplir ta mission de vie. J'avais besoin de parler, je ne savais pas à qui m'adresser. Toi, tu es venu me tendre cette opportunité, mais elle n'est pas venue par hasard. Découvrez votre mission de vie. Découvrez votre mission de vie. Mais donc, pourquoi les gens me disent que tu parles comme ça parce que tu as été là-bas? La mentalité que tu as, c'est parce que tu as été là-bas que tu as cette mentalité-là. Et pas du tout de rester ici. Et ils n'auront pas peut-être. Nuance, je n'ai pas dit de rester ici. J'ai dit si vous voulez partir, partez, mais revenez. Revenez. Moi, je ne suis pas pour le fait de partir et de rester. C'est un choix personnel. Je ne juge pas ceux qui décident de faire ça. Mais je trouve qu'à un certain niveau, pour moi, personnellement, c'est être égoïste. Parce que je ne peux pas sortir de ma maison, aller quelque part, que c'est bien, sachant que ma femme et mes enfants sont à la maison et je ne peux pas soit leur ramener ce que j'ai trouvé de bien, soit, vous comprenez? Et cette chose-là, nous, on ne va jamais pouvoir prendre l'Afrique et puis partir vivre en Occident. Ce qu'on peut faire, c'est de venir développer. On a tout ici. On a les matières premières, on a le soleil à beaucoup, on a la main-d'œuvre, quasiment la plus abondante et la plus jeune au monde. Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on attend? Ça veut dire, moi je dis, c'est une question de mindset. Et c'est pourquoi je suis pour, si un jeune doit partir, que les gouvernements créent des canaux officiels, mais qu'on les ramène, qui changent de mindset, qui comprennent que ce n'est pas lié à l'environnement, c'est lié à l'état d'esprit. Parce que la même chose que nous on a quitté là, c'est toujours là. Oui, c'est toujours là. Les mêmes difficultés sont là, mais pourquoi on revient et puis les gens pensent que c'est juste l'argent, c'est pas l'argent. C'est pas l'argent juste. Ok. Vous l'avez compris, c'est une bibliothèque ambulante qui est là. Non, mais le mot de fin, à la fin de l'émission, c'était à l'échelle, on a connu beaucoup de choses. Ton mot de fin, adressé à cette jeunesse ici et à cette jeunesse de la diaspora, donne-nous le mot de fin. Regarde la caméra. Déjà, je dis merci beaucoup Ahmed pour cette lucarne que tu me fais de pouvoir parler à autant de personnes par la magie de l'Internet aujourd'hui. Si tu es un jeune, tu es chez toi, arrête tout ce que tu fais, reviens en arrière. Parce que j'ai appris une chose, quand on écoute un podcast, quand on écoute une émission, la première fois on n'entend pas. On entend du bruit qui passe. La deuxième fois, on commence à écouter. Et la troisième fois, on découvre les secrets. Revisionne ça 3 fois. L'autre chose que je veux dire à cette nouvelle génération, que ce soit la génération, je vais parler à deux mots, la génération diasporique, donc ceux qui sont partis, qui sont en Occident, que ce soit en Europe, en Amérique, partout où vous êtes, que quand vous vous couchez la nuit, vous sentez que vous n'êtes pas aligné avec vous-même. Je l'ai vécu personnellement. C'est une très bonne chose que Dieu vous permet de savoir. Déjà que ce que là où vous êtes là, ce n'est pas ce qui est fait pour vous. Découvrez ce pourquoi vous êtes fait et commencez à travailler et revenez. Je peux vous garantir que c'est ici que ça va se faire. Il y a tellement d'opportunités en Afrique, je peux vous le dire. Le marché est tellement vierge. Avec le mindset nouveau que vous avez, vous pouvez tout réussir ici, guys. N'écoutez pas les gens. Je le dis toujours, je préfère me tromper sur mes propres décisions que de me tromper sur le conseil des autres. Maintenant, cette génération qui est ici en Afrique, cette main-d'œuvre abondante, intelligente, je puis vous garantir, vous êtes l'avenir du monde, vous êtes l'avenir
de ce continent, vous êtes l'avenir de ce pays, le Burkina Faso. Ne regardez pas à votre réalité actuelle. Souvent c'est dur. On ne choisit pas la famille dans laquelle on est. On peut se lever, deux fois là c'est dur, même pour avoir le repas quotidien c'est dur. Je sais de quoi je parle, on vit dans cet environnement. Mais je dis toujours, ta réalité là, ce que tu vis à l'instant T là, c'est circonstanciel. Le rêve que tu as au fond de toi, quand tu dors et que tu sens qu'il y a quelque chose qui est fait pour toi, poursuis ce rêve là. Si tu te lèves tous les jours, même le petit travail que tu vas arriver, quelqu'un te dit prends ma voiture, lave-le avec sérieux. Tu ne sais pas ce que Dieu va mettre dans le cœur de cette personne pour faire pour toi. Parce que tout le monde veut les bons employés, tout le monde veut les perles rares. Il n'y a aucun chef d'entreprise. Je suis chef d'entreprise aussi, je sais. Quand tu regardes, tu recrutes, tu cherches la perle rare. Qui va voir la perle rare et puis refuser? Parce qu'en réalité, il y a beaucoup de gens qui font la même chose. On va dire on est nombreux, mais il y a peu de gens qui savent faire ce que Dieu a mis en toi. Donc, guys, il faut croire en vous. Voilà, croyez en vous. Si vous voulez aller, allez-y, mais revenez. It's God's grace. Exactement. Ok, donc merci beaucoup et on se retrouve à une prochaine émission. Merci à tout le monde.